Du Sahel surgit un paradoxe brutal. Plus de 2 millions de personnes ont fui, pourtant près d'1 million reviennent, comme si la poussière elle-même s'était inversée. Alors que les cartes montraient hier encore des zones interdites, les marchés refleurissent et les villages reprennent souffle, défiant toute logique apparente. Comment cette inversion, portée en filigrane par Ibrahim Traoré, peut-elle révéler ce que signifie réellement reconstruire un pays au bord du gouffre? Sous le sable chaud, une promesse silencieuse se lève. Ce récit s'engage avec une promesse claire. Comprendre non pas un miracle, mais une méthode façonnée dans la vulnérabilité d'un pays qui a longtemps vacillé. Au cœur de cette promesse se trouve un bénéfice essentiel pour le spectateur. Saisir en 12 mots comment un État transforme la peur diffuse en stabilité mesurable. Le Burkina Faso n'avance pas à travers de grands discours, mais par un enchaînement précis d'actions qui montrent comment la sécurité, l'eau, les semences et les retours des familles s'imbriquent pour créer un mouvement durable. Chaque étape révèle un enjeu décisif. Si l'équilibre entre protection et reconstruction se rompt, la spirale du déplacement pourrait reprendre et anéantir les progrès fragiles déjà accomplis. C'est là que se joue la tension centrale. Un pays qui tente de redevenir habitable doit prouver, jour après jour, que ses habitants peuvent circuler, produire, enseigner et revenir sans craindre de tout perdre à nouveau. Et si la stabilité n'était forte que tant qu'elle reste vécue, non proclamée? La révélation apparaît d'emblée. En 3 ans, 28 bataillons rapides ont repris des zones où rien ne circulait plus. Ce premier chiffre, longtemps jugé inatteignable, expose la transformation d'un territoire que l'on disait condamné au morcellement permanent. Dans ce basculement, l'action d'Ibrahim Traoré devient lisible non comme un geste spectaculaire, mais comme une séquence méthodique née du vide institutionnel hérité de 2022. À l'époque, près de 40% du territoire échappait au contrôle de l'État. Les routes étaient coupées, les écoles désertées et l'armée fragmentée. La transition née cet automne-là ne promettait pas la victoire, seulement l'urgence de refaire surface. Les premiers mois ont d'ailleurs reflété cette sobriété. Réorganisation militaire, simplification logistique, commandement ancré localement. La doctrine annoncée, frapper vite, tenir longtemps, n'était pas un slogan, mais une nécessité vitale pour rétablir la circulation et protéger les villages. Au fil de 2023, les premiers villages libérés illustrent ce principe. Les équipes civiles reviennent aussitôt pour rouvrir les puits, relancer les écoles et ramener une présence de l'État tangible, presque humble. Le retour progressif des familles s'enclenche, non parce qu'on leur a promis la paix, mais parce que les routes sont de nouveau praticables et que l'eau coule là où la poussière dominait. Cette dynamique, fragile mais réelle, marque le début d'un cycle que les habitants décrivent comme une respiration retrouvée. L'année suivante teste la cohérence de cette architecture. Les attaques aux frontières du Niger et du Mali rappellent la précarité de chaque avancée. Pourtant, le redéploiement se fait sans décrochage. Patrouilles renforcées, présence civile étendue, registres scolaires réactivés, tribunaux coutumiers remis en service. L'État revient non par l'autorité, mais par l'habitude. Peu à peu, les marchés fredonnent, les enfants reprennent l'école, les villages cessent d'être des fantômes. Ce récit montre que la stabilité n'a pas émergé d'une conférence internationale, mais d'un enchaînement de gestes locaux qui ont fini par reconstituer une continuité nationale. Ibrahim Traoré, à travers sa trajectoire, incarne un point de bascule pour un pays au bord de l'effondrement. En 2022, il n'était qu'un jeune capitaine, à peine plus qu'une figure militaire dans un contexte chaotique. Aujourd'hui, il est perçu comme l'architecte d'une révolution invisible. Là où la guerre menaçait de tout engloutir, il a inscrit une nouvelle manière de comprendre la sécurité et la reconstruction. Sous son leadership, la priorité était claire. La paix ne se crée pas d'un simple coup de baguette magique, mais d'une méthodologie qui réconcilie l'urgence militaire avec les besoins quotidiens. Là où d'autres auraient choisi d'attendre un soutien international,
Ibrahim Traoré a misé sur une approche résolument locale. Le retour à la stabilité est passé par des actions concrètes. Déminage des routes, sécurisation des forages, patrouille mixte armée-police volontaire. Chaque action, aussi modeste fût-elle, a représenté un pas vers la normalisation de la vie. Le gouvernement de Traoré ne s'est pas contenté de donner des ordres. Il a veillé à ce que ces ordres prennent racine sur le terrain. Le résultat ? Les habitants de villages autrefois assiégés racontent que la peur s'est lentement dissipée, remplacée par la certitude d'une présence constante. Comme cet instituteur de Barcelogo qui, après 2 ans d'exil, rouvre l'école avec l'aide de soldats, non pour surveiller, mais pour garantir la sécurité des enfants. Ce type d'interaction montre que, pour Ibrahim Traoré, la reconstruction est d'abord une question de confiance retrouvée. Chaque geste quotidien, ouvrir une école, soigner une blessure, planter une graine, devient une manifestation tangible du projet national. Tout commence par une rupture nette. Octobre 2022. Les routes sont coupées, les écoles vides, les convois paralysés. Le pays glisse, puis un message bref, presque sec. Nous n'avons plus le luxe d'attendre. Ibrahim Traoré fixe le cap. C'est l'étincelle. Dès les premières semaines, la transition s'installe sous tension. Les cartes montrent un rouge omniprésent. Le nord s'effrite. Le Sahel occidental se ferme. Pourtant, une mécanique se met en marche. C'est ici que l'élan initial se déclenche. Les bataillons d'intervention rapide émergent. Structures légères, commandements rapprochés, logistique simplifiée. Le principe est clair. Vitesse avant tout. Frappe courte, tenue longue. Pas de territoire symbolique, seulement des axes à rouvrir. Là où les villages étaient livrés au silence, les premières escouades avancent bloc par bloc. Elles escortent les forages. Elles déminent les routes. Elles réinstallent la circulation. Les habitants observent d'abord de loin, méfiants, puis approchent, puis reviennent. Les premiers retours créaient un précédent. Une famille revient, puis 10, puis 100. La confiance cesse d'être un mot. Elle devient un mouvement. Puis vient le moment où le rythme s'intensifie. Début 2023, la reconquête prend rythme. Les équipes civiles suivent les unités mobiles. Les puits rebondissent. Les écoles rouvrent à intervalles irréguliers, mais elles rouvrent. Les marchés reprennent souffle. Les femmes revendent le mil. Les enfants courent dans les allées ranimées. Une phrase revient souvent dans les témoignages. Nous voyons enfin quelqu'un rester. Parce que la doctrine n'est pas simplement de libérer, elle est de demeurer. La présence devient la clé. Un soldat posé au carrefour incarne une rupture. Non pour contrôler, mais pour garantir qu'aucun tireur ne reprendra le champ voisin. Les habitants ne parlent plus de militarisation. Ils parlent de protection. Et à mesure que les villages renaissent, la dynamique s'étend en chaîne. Chaque zone stabilisée attire les équipes administratives. Registres scolaires, papiers d'identité, tribunaux coutumiers, médiateurs civils. L'État réapparaît dans ses formes les plus simples, mais les plus essentielles. Enfin, les répercussions s'étendent et redessinent les repères. Été 2024. Les attaques reprennent aux frontières du Niger et du Mali. Le risque de rechute est immense, mais la réaction ne suit pas le cycle habituel de panique. Ibrahim Traoré ne recule pas. Il redéploie, il densifie, il renforce. Les patrouilles s'étirent. Les unités civiles élargissent leur présence. Les locaux poursuivent les registres. Les marchés continuent leur rythme hebdomadaire. Le pays ne s'effondre plus au moindre choc. Il absorbe, il encaisse, et les chiffres commencent à dessiner une ligne de fond. Plus d'1 million de déplacés rentrés, 28 bataillons opérationnels, des marchés rouverts dans 6 provinces. Les familles reprennent des habitudes qu'elles croyaient perdues. La cloche des écoles remplace le fracas des armes. Le fil conducteur apparaît alors avec netteté. Ce n'est pas la puissance qui transforme le Burkina Faso, mais la cohérence.
Le pays avance non par miracle, mais par accumulation de gestes modestes. Et derrière chaque avancée se trouve la même conviction. Reconstruire signifie rester. Les chiffres commencent à parler d'eux-mêmes. En 2025, le Burkina Faso affiche une reprise mesurable dans plusieurs domaines clés qui confirment l'impact de la stratégie d'Ibrahim Traoré. Plus de 12% de production vivrière entre 2024 et 2025. Une donnée modeste mais significative dans un pays qui, pendant des années, a dépendu de l'aide alimentaire étrangère. Ces 12% représentant des centaines de milliers de tonnes de mil, de maïs et d'autres céréales locales qui alimentent désormais les marchés et marchés les familles. Les greniers communautaires, qui étaient souvent vides, commencent à afficher des excédents. Ce n'est pas seulement un bond quantitatif, c'est un changement qualitatif dans la manière dont les Burkinabés produisent et consomment leur nourriture. Cette croissance n'est pas accidentelle. Elle repose sur des choix politiques clairs, où la priorité a été donnée à la sécurité des terres agricoles avant même la production elle-même. Sous la direction de Traoré, des programmes agro-pastoraux ont été lancés pour soutenir les paysans, fournir des semences locales et des équipements modernes. Ces initiatives ont permis une relance rapide de la production vivrière dans le nord et le centre du pays, des zones longtemps sous contrôle limité. En parallèle, 1 milliard de dollars d'investissement ont été alloués au plan agro-pastoral de 2023-2025, une somme historique pour un pays qui, il y a quelques années, se voyait dépendant des aides internationales pour sa survie. Cet investissement ne se limite pas aux chiffres. Il symbolise une transition fondamentale vers l'autosuffisance. Le pays passe d'une dépendance extrême à une démarche active de production et d'échange, avec des filières agricoles telles que le riz, le blé, la volaille et la pêche en pleine expansion. Un autre indicateur clé est l'opérationnalisation de 28 bataillons rapides qui couvrent désormais le nord et le centre du pays. Ces unités ont permis non seulement de sécuriser les zones libérées, mais aussi de faciliter la circulation des biens et des personnes. En moyenne, chaque bataillon couvre environ 200 km, une taille de secteur qui permet à ces unités de maintenir une présence physique et dissuasive, tout en protégeant les villages. Le retour d'1 million de déplacés est une statistique qui ne fait plus office de simple espoir. Elle est un fait. Enfin, un autre chiffre, bien plus subtil mais tout aussi crucial. Les écoles publiques qui, en 2025, servent désormais des repas composés à 60% d'ingrédients locaux. Ce programme alimentaire, qui profite aux enfants tout en soutenant les producteurs locaux, incarne un aspect essentiel de la politique de souveraineté de Traoré. Nourrir par soi-même et redéfinir la dignité à travers la production locale. L'idée est simple mais puissante. Ces repas ne sont pas des dons, mais des leviers économiques qui s'enracinent dans la terre burkinabé. Les résultats, bien que partiels, sont concrets. Ce qu'Ibrahim Traoré a formulé clairement depuis le début de son mandat reste plus pertinent que jamais. La paix pousse dans le sol. Sans sécurité, aucune récolte ne serait possible. Sans récolte, aucune stabilité ne pourrait être ancrée. C'est dans cette relation symbiotique entre sécurité et production que se trouve le cœur de sa stratégie. Le pays prouve qu'il est capable de rebondir non par des miracles extérieurs, mais par ses propres efforts, soutenus par un leadership fort et pragmatique. Là où certains voient une stratégie en devenir, d'autres perçoivent déjà une forme de défiance isolée. Ibrahim Traoré n'a pas seulement appliqué des solutions pratiques à des problèmes urgents. Il a construit un modèle qui redéfinit la place du Burkina Faso dans le concert international. Pourtant, ce modèle ne fait pas l'unanimité. Les critiques extérieures pointent souvent l'isolement croissant du pays, la réduction de l'aide humanitaire et un retrait apparent des partenariats traditionnels. Première critique souvent évoquée, le risque d'asphyxie économique. Certains analystes estiment
que la politique de Traoré, axée sur l'autosuffisance et la réduction de la dépendance extérieure, pourrait limiter la capacité du Burkina Faso à se développer à long terme. En se coupant progressivement des aides internationales, le pays pourrait manquer de ressources techniques et d'investissements étrangers, freinant ainsi son potentiel de croissance. De plus, une telle approche pourrait entraîner une réduction de l'accès à des technologies avancées et à des compétences spécifiques qui pourraient manquer dans un contexte local. Une seconde critique fréquemment mentionnée, la militarisation de la société. Les observateurs extérieurs, notamment les ONG et les institutions internationales, avertissent que la militarisation croissante du pays pourrait avoir des conséquences sur les libertés civiles et la gouvernance démocratique. En mobilisant l'armée pour rétablir la paix, certains estiment que le régime de Traoré pourrait créer une culture de dépendance à la force, affaiblissant ainsi les structures civiles et l'engagement démocratique. De plus, une forte présence militaire pourrait étouffer la société civile et la capacité des citoyens à participer activement à la reconstruction. Cependant, ces critiques omettent de prendre en compte les contextes uniques dans lesquels le Burkina Faso évolue. Face à la menace de groupes armés djihadistes et à la déliquescence des structures étatiques, Traoré n'a pas eu le luxe d'opter pour une voie conventionnelle. En réalité, les attaques frontalières et les pressions extérieures l'ont poussé à adopter des solutions peu orthodoxes, mais efficaces dans le contexte immédiat. L'armée, sous son commandement, ne sert pas à établir une domination autoritaire, mais à assurer une sécurité minimale permettant la reconstruction. La réponse proposée par Traoré montre qu'une stabilité à long terme par la gouvernance locale. La réponse de Traoré à ces critiques repose sur un principe simple. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Son modèle repose sur une gouvernance locale renforcée, où les autorités régionales et les populations sont directement impliquées dans le processus de décision et de reconstruction. Il a systématiquement démontré que la stabilité durable ne vient pas d'une intervention étrangère ou d'une dépendance continue à l'aide, mais de la capacité des Burkinabés à gérer eux-mêmes leurs défis. Le retour des déplacés, la réouverture des marchés et la normalisation des conditions de vie illustrent cette approche, qui s'appuie sur un principe de cohabitation entre la sécurité et l'autonomie économique. Ainsi, les critiques à l'encontre de la politique de Traoré semblent ignorer un aspect fondamental. La reconstruction d'un pays ravagé par la guerre ne suit pas les règles établies. Le Burkina Faso de Traoré, loin de se replier, est en train de redéfinir la manière dont un pays peut se relever seul, sans compromis sur sa dignité ou sa souveraineté. Plutôt que de compter sur l'aide extérieure, Ibrahim Traoré a choisi de bâtir une économie locale forte, soutenue par une présence étatique et militaire, assurant la stabilité nécessaire à cette transition. La phase intermédiaire, cette révélation clé, est marquée par un constat frappant. La souveraineté se mesure à travers les actions quotidiennes. Ce qui pourrait sembler une simple série d'incidents locaux devient, après analyse, un modèle de réactivation d'un pays aux fondations ébranlées. À mi-chemin de ce processus, Ibrahim Traoré montre que les résultats réels ne se trouvent pas dans des solutions spectaculaires ou des victoires médiatiques, mais dans la persévérance à garantir la stabilité, même sous pression. Les chiffres sont clairs. 1 million de déplacés sont rentrés, des routes ont été rouvertes, et les marchés sont progressivement revenus à la vie. Mais ces victoires ne sont pas uniquement visibles sur le papier. Elles prennent forme dans la vie quotidienne des Burkinabés. Les écoles rouvrent, les familles retrouvent des repères, les cultures reprennent. Le so what de cette dynamique est évident. La souveraineté n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité vécue. Chaque repas partagé, chaque cours dispensé, chaque enfant qui va à l'école sans crainte devient une victoire contre l'effondrement. Ce n'est plus une question de si le pays se relève, mais comment il transforme cette résilience en un modèle durable pour l'avenir. Les effets de la politique de Traoré, bien que fragiles,
commencent à se voir à travers différentes couches de la société burkinabé. Ces transformations se manifestent concrètement dans 4 domaines essentiels. Au niveau national, la stabilisation de la sécurité et le retour des déplacés ont permis de revitaliser l'économie locale. Place 12% de production vivrière en 2025 et la reprise de l'activité agricole, principalement dans le nord et le centre du pays, symbolise en été cette transformation. Les terres jadis abandonnées sont maintenant cultivées. Le plan agropastoral lancé par le gouvernement a permis la réhabilitation de plus de 100 000 hectares de terres agricoles, réduisant ainsi la dépendance aux importations alimentaires. Plus important encore, ce changement a engendré une nouvelle conscience nationale, où la souveraineté alimentaire n'est plus un simple objectif, mais une réalité mesurable. Sur le plan social, pour les citoyens burkinabés, la paix est devenue une expérience quotidienne. La réouverture des marchés et la réactivation des échanges commerciaux sont les signes visibles de cette stabilisation. Là où des bataillons d'intervention rapide déployés par Ibrahim Traoré ont rouvert des routes bloquées, les habitants ont retrouvé une normalité perdue. Les femmes vendent du mil, du riz et des légumes, tandis que les enfants retournent à l'école. Ces changements ont permis une réduction de 20% des déplacements internes, un signe que la vie peut se stabiliser au cœur du pays, malgré les défis persistants. Sur le plan international, sur la scène internationale, cette transformation reste en grande partie observée avec scepticisme. L'isolement diplomatique du Burkina Faso se fait de plus en plus ressentir dans les capitales occidentales, mais les voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger, commencent à se tourner vers ce modèle de souveraineté locale. Leurs dirigeants observent le chemin parcouru par le Burkina Faso et testent des approches similaires en matière de gestion de la crise et de reconstruction. Les chiffres de la reprise alimentaire et agricole deviennent ainsi un modèle à analyser pour d'autres nations sahéliennes confrontées à des défis similaires. Sur le plan économique et régional, économiquement, des résultats tangibles se manifestent dans les secteurs clés. Le gouvernement burkinabé a investi 1 milliard de dollars pour soutenir l'agriculture et la production locale. Cela a permis la création de 3000 nouveaux emplois dans des coopératives agricoles et des usines de transformation alimentaire. Les exportations de produits locaux, comme les mangues et le bétail, ont commencé à augmenter, illustrant le passage de la dépendance aux exportations d'aide internationale vers une autonomie plus affirmée. De plus, 60% des contrats alimentaires passent désormais par des coopératives dirigées par des femmes, un indicateur supplémentaire de l'inclusivité et de la durabilité du modèle mis en place. Ces résultats montrent que la politique de Traoré, loin de se limiter à un discours sur l'indépendance, produit des effets concrets sur le terrain. Mais ces transformations restent fragiles et doivent encore faire face à des défis, la sécheresse, les tensions régionales et l'insécurité persistante. Cependant, le fait que des bases solides aient été jetées et qu'une nouvelle culture de souveraineté se construise sur ces fondations est un fait inéluctable. Les 12 prochains mois seront décisifs pour le Burkina Faso. 3 trajectoires se dessinent, chacune révélant un visage possible de la souveraineté voulue par Ibrahim Traoré. Dans un scénario de consolidation prudente, dans cette trajectoire, le pays maintient le rythme actuel. Sécurité maîtrisée, retour progressif des déplacés, production vivrière stable. Les 28 bataillons rapides continuent de tenir leur zone et les marchés régionaux poursuivent leur réouverture. Le système RSU enregistre davantage de familles, renforçant l'inclusion administrative. La priorité durant ces mois sera de stabiliser l'architecture civile reconstituée. Écoles, cliniques mobiles, registres coutumiers. La cohérence entre sécurité et économie devient le point névralgique. Si l'équilibre tient, le pays pourra absorber les chocs ponctuels sans s'effondrer. Ce scénario reste le plus probable. Dans une version plus optimiste, dans le cas le plus favorable, l'investissement agricole atteint son plein potentiel. La saison 2026
pourrait marquer une récolte exceptionnelle, poussant le pays à réduire davantage ses importations. Les coopératives féminines, déjà bénéficiaires de 60% des contrats alimentaires, deviennent un moteur économique majeur. Les jeunes, trouvent du travail dans les projets de transformation, et certaines zones rurales deviennent autosuffisantes en énergie et alimentation. Ce scénario maximise la dynamique enclenchée. Plus les villages se stabilisent, plus ils produisent, plus ils financent leur propre développement. Il permettrait à Traoré de renforcer sa légitimité interne et de présenter un modèle sahélien inédit basé sur l'interdépendance régionale plutôt que la dépendance extérieure. Dans une trajectoire plus difficile, si les tensions climatiques persistent ou si des attaques frontalières se multiplient, la pression pourrait fragiliser les avancées. Les programmes RSU et RAMU risquent de manquer de ressources. Les marchés hebdomadaires pourraient ralentir, créant une fatigue sociale perceptible. Cependant, même dans cette configuration, l'effondrement n'est pas le risque principal. C'est l'érosion de la confiance. Une partie des familles pourrait hésiter à rester dans les zones reconstruites, et la dynamique du retour, plus d'1 million de personnes, pourrait se figer. Un principe stratégique traverse ces 3 scénarios. La souveraineté ne repose pas sur l'absence d'obstacles, mais sur la capacité à les absorber. Le pays n'a pas besoin d'un alignement parfait des conditions. Il a besoin d'une cohérence continue entre sécurité, production et gouvernance locale. Pour le spectateur, cette histoire de résilience et de transformation peut sembler lointaine, presque irréelle. Mais il existe des leçons universelles cachées dans les détails de la reconstruction du Burkina Faso. Des leçons qui touchent donc directement à la condition humaine. Derrière chaque chiffre de croissance, derrière chaque retour de déplacés, il y a des vies humaines, des familles expédies qui se redressent, des enfants qui retrouvent l'école, des femmes qui réouvrent leur commerce. Ce n'est pas simplement une question de géopolitique ou de stratégie militaire, mais de personnes ordinaires qui, à leur manière, transforment leur réalité. L'histoire du Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, démontre que la véritable transformation commence non pas dans les sommets de la politique, mais dans les gestes quotidiens de ceux qui croient. Encore qu'un avenir est possible. Les récits d'Awa et Souleymane, qui retrouvent des repères dans un village renaissant, sont la preuve que la dignité ne se rétablit pas seulement par des discours ou des promesses, mais par des actions concrètes, simples et répétées. Les observateurs étrangers peuvent analyser la situation sous l'angle de l'isolement ou de la militarisation. Mais la réalité vécue par les Burkinabés montre autre chose. Un peuple anxieux de se reconstruire, non pas en attendant l'aide extérieure, mais en prenant son destin en main. Chaque geste du quotidien, du retour d'un enfant à l'école au marché qui redémarre, devient un acte de souveraineté, un acte de résistance contre l'effondrement. Pour le spectateur international, cette histoire appelle à une réflexion plus large. Jusqu'où sommes-nous prêts à prendre notre propre destin en main ? L'autosuffisance ne se construit pas en un jour, mais chaque petit pas fait toute la différence. Pour comprendre comment consolider les avancées réalisées, il faut observer la logique pragmatique qui guide l'action publique mise en place sous Ibrahim Traoré. La reconstruction n'est pas un élan abstrait. Elle repose sur une série d'étapes concrètes, coordonnées et mesurables, où chaque acteur, État, commune, famille, occupe une place précise. 1. Sécuriser le terrain humain. La première étape consiste à maintenir une présence continue dans chaque localité libérée. Patrouille mixte, armée, police, volontaires civils, assurent la stabilité, non comme démonstration de force, mais comme garantie de routine. Ce maillage humain empêche les ruptures soudaines qui fragilisent les villages et protège les voies d'accès essentielles aux marchés et aux services. 2. Formaliser les identités. Le registre social unique, RSU, devient un outil vital. Chaque famille rapatriée obtient un numéro, garantissant l'accès aux aides, à l'école
et eau clinique. L'objectif annoncé est d'atteindre 0 foyer invisible avant fin 2026. Cette étape réduit les zones grises administratives qui favorisaient jadis l'insécurité. 3. Relancer la production locale. L'agriculture reste la colonne vertébrale du rétablissement. La prolongation du programme agropastoral jusqu'en 2027 vise l'irrigation, la diffusion de semences locales et la formation de jeunes agriculteurs. Chaque hectare cultivé devient une unité de stabilité et une source directe d'autonomie. 4. Protéger la santé. Le système RAMU cherche à offrir une couverture médicale universelle. Les cliniques mobiles, en expansion, doivent atteindre 80% du territoire dans les 12 prochains mois. Plus qu'un service sanitaire, c'est une stratégie pour ancrer l'État dans les zones les plus reculées. 5. Consolider la gouvernance locale. Le dernier pilier repose sur la transparence. Les communes doivent publier leur bilan trimestriel, permettant aux citoyens de suivre l'utilisation des ressources. Pour Ibrahim Traoré, reconstruire signifie compter. Non les promesses, mais les résultats. En réunissant ces 5 étapes, le pays construit une souveraineté durable, ancrée dans des actions mesurables. Au crépuscule, Hawa ferme une nouvelle fois la porte de sa salle de classe, comme elle le fait désormais chaque soir. Ce geste simple, tourner la clé, vérifier les pupitres, écouter le silence revenu, résume mieux que n'importe quel discours la transformation du Burkina Faso. Dans la rue, un troupeau passe lentement, soulevant une poussière dorée. Le bruit des sabots remplace celui des armes, et la routine redevient un bien commun. C'est dans ces détails minuscules que la reconstruction prend un visage humain. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est jamais apparue comme une proclamation grandiose, mais comme une habitude patiente, un puits réparé, une route dégagée, une école ouverte. Hawa, Souleymane, les familles revenues, chacun porte un fragment de ce renouveau. Le pays ne célèbre pas sa victoire par des drapeaux ou des fanfares, mais par la continuité retrouvée. Un marché qui se prolonge jusqu'au soir, une mère qui n'a plus peur de traverser un champ, un enfant qui apprend sans interrompre sa phrase. Et lorsque la nuit enveloppe le village, la lumière des lampes éclaire les murs blanchis à la chaux. Une vérité s'impose alors, calme, évidente. La dignité se reconstruit par des gestes répétés. L'histoire du Burkina Faso ne se termine pas ici. Elle continue dans chaque champ entretenu, chaque marché rouvert, chaque salle de classe, où une craie trace à nouveau des lettres hésitantes. Ce pays, autrefois décrit comme brisé, montre aujourd'hui qu'une nation peut se relever sans attendre de permission extérieure. Ce que la reconstruction révèle dépasse largement le Sahel. La stabilité ne se proclame pas, elle se pratique. Elle se construit au rythme patient des gestes répétés, de la solidarité locale, des choix quotidiens, qu'ils soient modestes ou ambitieux. Si ce récit résonne en vous, c'est peut-être parce qu'il pose une question simple, mais universelle. Qu'est-ce qu'une société peut accomplir lorsqu'elle décide de se tenir debout par elle-même? Observer le Burkina Faso, c'est entrevoir une possible réponse.